Est-ce que tu penses que Guillermo del Toro, c'est un réalisateur mainstream? Ah, c'est une super idée d'intro. Et du coup, tu réponds pas à la question? 5K. T'es mort? Ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour et bienvenue à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimérathèque. Je suis Damien et je suis accompagné de mon ami gothique Louis. Bonjour Louis. Beware of Crimson Peak. Salut Damien, ça va? J'ai entendu un truc. Ça l'introduction. J'ai entendu un truc. Alors aujourd'hui, on va parler de Crimson Peak de Guillermo del Toro, réalisé après le grandement divertissant Pacific Rim, mais avant le multi-récompensé La Forme de l'eau. Si nous avons choisi ce film, c'est parce que nous sommes à Halloween, et Halloween, ça se prête bien à plonger dans le passé, et surtout dans les films d'horreur effrayants du passé, et ça tombe bien parce que Crimson Peak, ça date d'il y a 10 ans. Ce n'est pas un film qui vient tout de suite à l'esprit, en tout cas aux cinéphiles lorsqu'on parle de cinéma, mais surtout du cinéma de Guillermo del Toro, et nous allons voir aujourd'hui si ce film mérite ce silence à son sujet. Mais avant, Louis, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur ce réalisateur mexicain? J'aime beaucoup le cinéma de Guillermo del Toro. C'est un réalisateur sur lequel j'ai quand même pas mal vu tous ses films, et à chaque fois c'est comme un petit peu un rendez-vous de les retrouver. Bon, j'ai pas encore vu le prochain Frankenstein, mais il y a toujours aussi ce plaisir de retrouver certains codes qu'il y a dans son cinéma. Peut-être qu'il y a un peu moins dans les Hellboy et dans les Pacific Rim qui sont plus des films action, mais il y a toujours quand même ce côté conte qu'il y a. D'ailleurs qu'on voit un peu dans Hellboy et Hellboy 2, la manière de raconter avec une voix off au début, etc. Et ça reprend un peu son style. Et je trouve qu'il a réussi à inscrire, ouais c'est ça, dans un cinéma plutôt mainstream, une certaine patte euh, que j'aime bien retrouver. Non, mais c'est vrai, en fait, ce qui est impressionnant avec Guillermo del Toro, bon, déjà, on est obligé quand même d'évoquer le fait qu'il est mexicain et qu'il vient pas du cinéma américain en lui-même, donc c'est quelque chose qui se retrouve un peu marqué dans sa patte, et surtout assez vite dans ses débuts, dans quelques-uns de ses sujets. Enfin, c'est surtout L'Échine du Diable qui a fait confondre à tout le monde ces sujets avant Le Labyrinthe de Pan un peu plus tard. Et entre deux, il va être vraiment dans le cinéma fantastique, dans le cinéma bis. J'ai pas vu son tout premier film, mais je crois que l'un des premiers films que j'ai vu de lui, ça devait être Mimic, qui doit être deuxième ou troisième de ses films. Ensuite, j'ai adoré ses Hellboy. Je suis un fan de Pacific Rim. Moi, tu me mets des kaijus et des robots géants, évidemment, je fonce dedans. Et c'est vrai que en s'intéressant un peu à sa filmo, on a repensé à Crimson Peak, parce que moi, Crimson Peak, la première fois que je l'avais vu, j'en avais pas vraiment de souvenirs, et j'arrivais pas. Je me suis dit que si j'en avais pas de souvenirs, c'était parce que le film, peut-être que j'avais pas tant aimé que ça. Et là, je pense que ça va être le moment, avant que tu donnes ton avis sur le film, Louis, parce que je sens que tu t'apprêtes à le faire, de peut-être nous dire de quoi parle Crimson Peak. Ou devrais-je dire Crimson Peak? Donc c'est un film d'époque qui se présente d'abord comme un film gothique, en fait comme un conte même, puisque on verra, il y a de la métatextualité dedans. Où Edith, au début du XXe siècle, au tout début, parce que ça se passe en 1901, va rencontrer un beau jeune homme joué par Tom Hiddleston. Et rapidement, ce conte gothique, romantique, cette romance va se transformer peu à peu en quelque chose d'un peu plus horrifique. Donc on n'est pas dans de l'horreur pur jus, hein. C'est d'ailleurs dit dans le film, c'est pas un film de fantômes, c'est un film avec des fantômes. Puisque Edith, en fait, écrit est autrice, et donc décide d'écrire des films des livres de fantômes. Et en fait, quand elle parle de ces livres, on voit qu'elle parle en réalité du film. Et du coup, ton avis sur le film? Moi, je l'avais donc découvert la première fois au cinéma quand c'était sorti il y a 10 ans. J'avais beaucoup aimé, sachant que à l'époque, je parlais un peu moins bien anglais et j'étais au Québec, donc il n'y avait pas de sous-titres. Je pense que j'avais raté quelques petits détails, mais c'est pas grave parce qu'on est plongé dans cette ambiance. Et puis, je l'ai revu quand j'ai travaillé un peu sur Guillermo del Toro, et donc ça m'a permis, en fait, plus je le revoyais, plus je voyais qu'il y avait des choses un peu plus profondes. On y reviendra sur le film. Et je trouve que finalement, ce film qui est peut-être le plus
j'allais dire classique, mais on va dire cliché, entre guillemets, dans ce qu'on pourrait attendre d'un film de romance gothique, avec voilà, un éclairage qui est très saturé, c'est très coloré, et en même temps très sombre. Et ce qui fait cette imagerie qui est un peu propre à Guillermo del Toro, notamment dans ses derniers films, puisque c'est le même chef opérateur. Et que moi j'aime beaucoup déjà, c'est que visuellement on est pris dans une ambiance. Après, je pense que la limite du film, c'est aussi sa force, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans ce conte-là, mais finalement ça, on va pas tellement déroger de ça, et ce qui fait qu'on a peut-être moins de surprises. Ou par exemple le labyrinthe de Pan, qui est aussi un aspect conte, mais en parallèle il y a la guerre qui fait rage, et donc ce personnage de petite fille dans le labyrinthe de Pan qui va s'imaginer des monstres et qui en même temps, il y a la réalité qui refait surface. Ici, on n'est pas du tout là-dedans. Donc peut-être quelque chose de plus classique, mais qui s'apprécie. Et toi? Alors moi, dans mes souvenirs, bah, j'en avais aucun souvenir, donc je pensais que je l'appréciais pas trop. Et en le revoyant, en fait, j'ai été dérangé à plusieurs moments parce que j'avais du mal à m'attacher, surtout au début de l'histoire, quand elle se passe aux États-Unis. C'est un peu la mise en place. Et c'est intéressant que tu parles des couleurs, parce qu'au départ, je me suis dit peut-être que si je n'arrivais pas à rentrer dans le film, c'était à cause de la couleur. Alors, t'as mis le film en noir et blanc pour voir? Ah, j'aurais dû. Non, mais comme tu l'as dit, elle est très saturée. En fait, elle ressort beaucoup. Et en fait, à chaque fois qu'il a une scène dans un environnement un peu différent, il la fait ressortir beaucoup. Et je trouvais que ça cassait un peu. Ça manquait d'harmonie à l'intérieur du film au niveau de. Bah, au niveau des plans, quelque chose qui change dès qu'il se retrouve en Angleterre, dès qu'il se retrouve à Crimson Peak, ou justement le fait d'avoir un seul lieu en plus qui est éventré, ça permet de garder une certaine constance dans toutes les images qu'il va proposer, même si la couleur reste tout à fait intense. Et il y a 2-3 moments où les effets spéciaux se font ressentir, même s'il y a des scènes qui sont extrêmement cool. Mais en le revoyant, au final, c'est comme j'ai dit, le début, j'étais un peu perdu. Et quand tu arrives dans ce grand manoir, parce qu'on parle d'histoire gothique, mais c'est une histoire qui implique des fantômes, c'est surtout une histoire qui reprend les thèmes de maisons hantées, un peu comme ce qu'on pouvait retrouver chez la Hammer, ce qui est intéressant parce qu'on est dans une période à ce moment-là de 2015 où on est un peu, je pense, à la fin du moment où on a essayé de singer la Hammer, on a ressorti les films de loup-garou, on a ressorti les films de vampires. 2015, on a déjà dû avoir les 2 films La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe, en tout cas le premier il y est, qui ont dû sortir. Donc on arrive un peu à la fin de cette période-là. Guillermo del Toro fait son film et c'est un film de maison hantée. Et en fait, quand tu arrives dans la maison, tu retrouves un peu les thématiques, notamment les fantômes qui sont présents. Ils sont horribles au niveau esthétique. Je tiens à dire que mais ça se voit que c'est... Enfin, en fait, tu sais que c'est du CGI, mais ça se veut pas se cacher, en fait. Je trouve pas qu'il y ait de... on dirait Ça un n'essaye pas de se prototype cacher, je trouve. Et j'aime bien. du monstre dans Conjuring 2. Tu sais, le personnage qui est très long, avec les bras très longs, qui est joué par un acteur. Et en fait, t'as un peu ça, c'est-à-dire que c'est fait en CGI, mais quand les personnages bougent, il y a ça fonctionne. C'est pas juste une cinématique de jeu vidéo, heureusement, mais il y a un truc qui fonctionne, et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant parce que tu retrouves certaines thématiques, notamment avec ça, qui est que Guillermo del Toro a beaucoup de pitié pour les monstres qui montent. Tout à La fait. raison pour laquelle on a de la pitié envers les monstres qui montent, c'est que c'est des monstres qui sont extrêmement humains, qui ont toujours une part d'humanité, et quand on retrouve ces fantômes, on a ça. T'as... Bon, en vrai, ils sont effrayants. T'as un moment d'apparition où tu as le classique jumpscare, mais l'objectif, c'est vraiment de pas faire peur. On veut les montrer, et en fait, juste leur présence rend la chose terrifiante. Je trouve pas que le film réussit là-dedans. D'ailleurs, je trouve qu'il aurait justement pu s'éloigner du film d'horreur, notamment sur tout ce qui est musique. Parce qu'il y a des fois, le son seul est effrayant, et quand t'as des violons qui arrivent, alors que le film essaye de nous montrer que les... Parce qu'on comprend vite que les fantômes, finalement, c'est pas vraiment eux la menace, et que justement, faut apprendre à les accepter. Je comprends pas pourquoi il y a enfin, les jumpscares, pourquoi pas, mais je trouve que c'est un des bémols du film, c'est les violons. Enfin, c'est la musique omniprésente dans les scènes, alors que tu sais très bien que ils sont pas méchants et ça se cherche pas à faire peur. Je comprends pas pourquoi on dirait qu'il y a un cahier des charges dessus, et je trouve ça un peu dommage.
Et tu parles des symboles cachés, et notamment, je voudrais revenir sur un parce que, alors c'est présenté comme une romance. D'ailleurs, Guillermo del Toro, il le présente comme une romance, hein, puisque le film, comme tu l'as un peu dit, est divisé en deux parties. Il y a d'abord la partie qui est en Amérique, et donc on va nous, un peu comme Edith, vouloir croire naïvement à cette romance. Et je trouve que ce que j'aime bien, c'est que Tom Hiddleston étant très charismatique, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on est dérangé. Et pourtant, même en le sachant ce qui va se passer après, et sachant qu'il y a quelque chose qui va pas, j'ai quand même envie de croire cette romance. J'aime beaucoup leur scène de danse. Et en fait, je trouve que comme Edith, le spectateur ou la spectatrice, on est un peu naïvement pris là-dedans. Et ce qui me fait dire que finalement, ce film, c'est aussi un film qui parle du passage à l'âge adulte. Alors, Edith est déjà adulte, mais il y a quelque chose de la perte de la naïveté d'une enfant, déjà, et de sa transformation. La transformation est assez importante dans le film, notamment avec la métaphore de tout ce qui est papillon. J'y reviens tout de suite. Puisque Edith déjà perd son père, perd tout ce qu'elle a, et ensuite elle perd son côté naïf et aussi accepte de comprendre les fantômes. Un peu comme on voit qu'il y a une métaphore sur les papillons qui se transforment. On l'envoie dès la première scène qui se clôture sur un papillon. Ensuite, il y a tout un dialogue sur les papillons qu'il y a aux États-Unis qui sont très colorés, un peu comme la première partie du film, et les mythes qu'il y a dans le château, un peu comme la deuxième partie du film qui va être beaucoup plus sombre. Et ce papillon-là, c'est aussi apprendre que, eh bien, grandir et s'émanciper, c'est comprendre que les choses ne sont pas naïves et c'est devenir adulte, c'est aussi apprendre à accepter la partie sombre de ça, en fait. Je suis pas d'accord. Non, je vais être un peu plus complexe parce que le truc qui est assez particulier et je considère que ta théorie serait bonne, mais qu'il y a un truc qui ne. Je suis en train de réfléchir avant de parler parce que je suis en train de voir si mon exemple fonctionne ou pas. Parce que un des trucs, l'introduction du film, c'est justement la mort de sa mère qui lui annonce qu'elle ne doit pas aller à Crimson Peak avant de revenir un peu plus tard pour lui dire qu'il faut résoudre le mystère de Crimson Peak. Mais que du coup, notre personnage semble voir les fantômes. C'est un truc qu'elle avait enfant et qui semble qu'avec le temps, c'est légèrement resté. Et quand elle arrive justement, quand elle part de chez elle et qu'elle va dans cette partie où elle est censée devenir adulte, bah, les fantômes sont de nouveau de retour. Du coup, ça garderait justement un lien avec... Alors, je dis pas un retour à l'enfance. Je dis pas accepter le réel. Je dis à côté les parts sombres. D'ailleurs, au début, on voit qu'elle a peur des fantômes, et puis petit à petit, progressivement dans le film, elle va arrêter d'avoir peur des fantômes. La musique stridente va disparaître. On va quitter les jumpscares, et elle va même leur demander conseil. Et finalement, je pense que c'est là où réalisme et sombre, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Le côté sombre, c'est accepter la mort et du coup la mort de sa mère, puisque les fantômes qui, de base, tant qu'elle les perçoit comme une menace, vont l'empêcher de faire ce qu'elle veut, alors que finalement vont finir par l'aider à la fin. Alors, j'étais en train de penser pour moi, il y a très peu de jumpscares. Il y en a qu'un seul qui me vient à l'esprit. C'est un moment. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. C'est forcément avec des fantômes. Mais par contre, je me rappelle qu'il y a des scènes qui sont quand même un peu violentes dans le film. Du coup, je suis d'accord avec toi sur le fait que avec la musique, ils abusent, ils essayent de faire des moments où il fait peur. Parce qu'à la mode, Conjuring est sorti, donc tous les films essayent de faire des jumpscares pour singer, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les scènes, déjà l'ambiance, quand elle est réussie, elle participe à l'horreur du film, et tu as quelques scènes violentes, notamment la mort du père, qui est une scène qui est quand même très violente. Ouais. On sent que dans ce film-là, Guillermo, il est un peu dans sa période, si on doit casser un truc, ça doit être un crâne, et ça doit être visible. T'as un autre moment qui est la chute de l'héroïne, qui est quand même une chute qui est violente, et t'en as une autre aussi avec Tom Hiddleston, où t'as un moment où il a un couteau qui est planté dans son visage, et il va le retirer assez lentement. Et c'est intéressant parce que du coup, le film à l'intérieur de lui-même est violent, et t'avais rien besoin de rajouter en plus. Ça, c'était pour l'image. J'ai un problème aussi avec le film, c'est que je trouve un peu parfois trop explicite. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont montrées à l'image, tu comprends ce qui est montré, mais tu as quand même les personnages qui se retrouvent à parler derrière pour expliquer la situation.
Ouais, je suis assez d'accord et c'est peut-être pour ça que la première fois j'avais adoré parce que comme c'était en anglais et tu sais, tu perds un petit peu des détails et bah du coup, t'as l'impression que le film te laisse un peu plus faire que ce qu'il ne te laisse faire en réalité. Et donc ça, je trouve ça intéressant même si ça me dérange pas tant que ça. Non, moi non plus. C'est juste que c'est redondant à Parce certains que moments. Parce que moi, du coup, tu perds du temps à t'expliquer une scène que tu as compris parce qu'elle a été montrée. que j'aime bien, c'est que finalement ce qui a vraiment marché sur moi, c'est que la première partie, à chaque fois, je la vois et j'ai quand même envie d'y croire un petit peu à cette histoire d'amour. Alors qu'il y a un fucking fantôme qui m'a dit fais attention à Crimson Peak. Bon, c'est parce que Mais au départ, t'as c'est pas qu'elle t'as tous les trigger warnings qui sont allumés, qui sont au rouge. Et pourtant, t'as ce truc-là de ah, j'ai envie que ça se passe bien quand même. Et du coup, c'est là où ça me permet de me lier vraiment au personnage d'Edith, quoi. pas moi parce que bah, Tom Hiddleston, c'est un red flag. Dès qu'il arrive, non, donc quand il arrive, il peut avoir le bénéfice du doute. Quand il se pointe chez elle, il vient d'arriver, il se pointe chez elle pour la voir elle et la convaincre de venir avec lui à une fête, c'est bizarre. Bah, en fait, je trouve que Mais j'aime bien la façon dont c'est construit justement parce que c'est bizarre, mais la partie aux États-Unis, tu sens que t'as ce truc en fait, tu sais que le personnage est bizarre, la relation avec sa sœur est très bizarre dès le début. c'est joué par Et Jessica Chastain, d'ailleurs. ouais, le casting il est vraiment très cool parce il y a aussi deux personnages que tu retrouves qui viennent directement de Pacific Rim qui sont Charlie Hunman que j'aime beaucoup, surtout dans sa démarche parce qu'il marche souvent un peu comme un cowboy et surtout Burn Gorman qui est un des personnages de Torchwood. Et c'est pour ça que j'adore le voir à chaque fois à l'écran. Ceux qui connaissent la ref de Torchwood et connaissent mon amour pour une autre série, c'est pourquoi j'en parle. Mais toute la première partie, c'est intéressant parce que justement, ce personnage est là, tu sens qu'il y a un truc entre les deux parce que tu sens qu'il veut pas juste la charmer, tu sens il y a un truc qui se passe entre les deux et ça fonctionne bien. Mais tu sens que derrière, ça va forcément mal se passer parce que tu regardes Crimson Peak, tu regardes pas L'amour est dans le pré. Et la dernière Oui. chose qui fonctionne vraiment pas mal, c'est, et je l'ai perdu, relation. Mais tu sais pas trop pourquoi, et je trouve qu'au début, t'as plus tendance à te dire, ok, à quel point il est impliqué. Tu sens que sa sœur, elle est un peu diabolique au fond, mais tu sais pas à quel point il est impliqué. Et d'ailleurs, vu Mais c'est ça. on a parlé des acteurs, je voulais préciser que Edith était jouée par Mia Wasikowska, qui a joué dans Alice dans les Tim Burton. Ouais, donc c'est quelqu'un qui est habitué au fantastique. Mais il y avait un autre truc au début que j'avais oublié, c'est que j'ai dit qu'on retrouvait l'amour des monstres pour Guillermo. On retrouve aussi un autre amour qu'il a, c'est l'amour des renégats. Parce que au début, Edith, justement, c'est un personnage un peu renégat. Bah, c'est la fille de quelqu'un qui est important, mais c'est une fille qui peut vivre sa vie au point qu'elle est un peu exclue de la cour de sororité. Voilà, elle est que des mondanités et Oui, justement bah, de tout ce qui est bal parce qu'elle elle veut être autrice et à chaque fois qu'elle dit qu'elle veut être autrice, on lui dit bah tu devrais plutôt écrire des histoires d'amour parce que c'est ce que les filles écrivent. T'avais un moment où un personnage se moque d'elle en disant ah voici la nouvelle Jane Austen et elle répond non je préfère être mariée chez elle parce que elle est morte, elle s'était pas mariée. Oui, et d'ailleurs c'est assez étonnant parce qu'elle accepte très vite de se marier. Enfin, bon, elle Oui. accepte quand même avec en faiblesse psychologique. Ça a duré C'est- qu'une semaine quoi alors l'histoire d'amour. bah, je sais pas trop. Moi, ça m'a en rappelé fait, le on début sait de pas Frozen. combien de temps. Vraiment, la On Reine sait- des Glaces, c'était le même. On sait pas Ils trop sont combien pas de temps se chanté, mais passe. ça aurait été la même Mais chose. c'est ça qui est intéressant, c'est que le film parle aussi de lui-même et quand elle dit oui, tu devrais écrire une histoire d'amour, ça commence par une histoire d'amour et donc on voit un peu le côté ironique là-dedans, quoi. Mais je me demande si ça vient pas aussi du fait que quelques années avant, tu avais Guillermo del Toro qui avait financé, produit un autre film qui était Don't Be Afraid of the Dark, qui était une histoire de maison hantée, mais qui, dans mes souvenirs, ça fait longtemps que j'ai pas vu, n'était pas très réussi. Et là, il produit sa propre version. Et le fait de dire que c'est une histoire d'amour plutôt une histoire de fantôme, ça me rappelle un truc que je trouve qui, en fait, la façon dont ça a changé ma conception de l'œuvre a changé mon amour pour qu'il y ait la saison 2 de The Haunting de Mike Flanagan. Donc la saison 2, c'est The Haunting of Bly Manor, qui je trouve est une très mauvaise série de fantômes. Mais en fait, au début, on te dit que c'est une histoire d'amour, à la fin, on te rappelle que c'est une histoire d'amour, et quand tu le prends en tant que juste une histoire d'amour, c'est une magnifique histoire d'amour avec des fantômes dedans.
Avec Crimson Peak, j'ai pas ce truc où le fait de me dire que c'est une histoire d'amour, ça change énormément de choses parce que je pense que c'est tout simplement, c'est vraiment un truc simple, tout simplement un truc simple. Super Damien, mais qui est que l'histoire d'amour qui est proposée, en fait, c'est pas une belle histoire d'amour. C'est vraiment plus une malédiction qu'autre chose. Et ça change beaucoup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même s'il y a quand même, on sent qu'il y a quand même quelque chose en plus dans le sens où, on apprendra plus tard que Tom Hiddleston, donc qui est un peu plus, tombe plutôt vraiment amoureux d'Edith et que ça va impacter l'histoire. Mais je comprends ce que tu veux dire, oui. Pour parler de Crimson Peak, parce que le film porte le nom du lieu, le lieu en lui-même, il est assez... parce qu'il faut en parler, parce que c'est aussi ça qui participe à l'aura du film, du soit film, ouais, vraiment ouais. cool. C'est que c'est un manoir qui est perdu dans la campagne anglaise. Et Dans la particularité- perfide Albion. Dans la perfide Albion. Et donc, c'était vraiment une excellente remarque, Louis. Parce que du coup, Crimson Peak, l'essence même du film, c'est que Tom Hiddleston, il joue quelqu'un qui, son travail, en fait, c'est d'extraire un argile qui est très particulier parce qu'il a une couleur très rouge qui vient, en fait, de chez eux et il a besoin de financement pour créer une machine qui puisse l'extraire parce que c'est une terre qui est très compliquée. Cette terre, elle est en fait collée juste à côté du manoir de Crimson Peak. Le terrain, c'est Crimson Peak, le manoir, c'est Crimson Peak. Et le problème, c'est qu'ils ont tellement foré pour aspirer cette argile que le manoir, en fait, légèrement s'enfonce dans le sol, au point que si vous marchez sur le plancher au rez-de-chaussée, vous avez cette argile rouge qui ressort du plancher, un peu comme si la maison en elle-même saignait de ses tréfonds. L'autre particularité, c'est que c'est une très grande maison, que c'est plus une famille qui est si riche que ça. Il leur reste quelques domestiques, mais elle est un peu cassée de partout. Ce qui fait que quand vous passez la porte de Crimson Peak, quand vous marchez sur ce plancher qui s'enfonce, donc vous avez les pieds un peu recouverts de rouge, vous arrivez en fait sur un espace où vous avez un trou qui traverse les étages, qui va tout en haut, et la neige, quand il neige, tombe de son trou avec en face de vous la cheminée. Et toute cette ambiance, elle est exceptionnelle. Ouais, et je trouve que c'est une ambiance qui est exceptionnelle et qui est très référencée aussi. On pense à Shining un moment avec la salle de bain, enfin les O2 Hurlevent un peu, ou des choses comme ça. On sent qu'il a un peu mis... Ce que j'aime bien, c'est que Guillermo del Toro, tu sens que c'est un passionné et que dans ses films, il est en mode, je vais faire tenir toutes mes passions. Alors, donc, je disais un peu au début, c'est un peu sa qualité et son défaut en même temps. C'est comme, voilà, ça c'est mes passions, je vais tous les mettre ensemble. Je vais tous les rentrer dans la maison qui est trop. Et L'autre voilà. avantage de la maison, c'est aussi que quand le vent souffle, vu que les cheminées sont tous allumées ou fermées, du coup, ça fait des voix, des sortes de cris. Et tu sens que il a pensé à un moment sa maison comme un personnage, mais qu'il n'a pas pu le faire ainsi parce que vu qu'il est parti dans l'idée d'une maison hantée, il s'était dit, tiens, je vais donner... Alors, j'invente bien évidemment, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il voulait donner une identité même à la maison. Or, la raison pour laquelle la maison a une identité, c'est pas par rapport à, entre guillemets, à elle-même, c'est par rapport à tout ce qui s'y est passé, notamment les horreurs. C'est... ouais. Mais c'est assez intéressant parce que je trouve le film, il arrive à nous laisser dans une atmosphère de mystère où on a l'impression qu'il y a encore des choses à découvrir, alors qu'en fait, je pense pas tant que ça. Enfin, je sais que Guillermo del Toro, il a écrit beaucoup de versions du scénario, apparemment, et peut-être que ça se ressent qu'il a laissé des choses cachées ou pas dans tout ce qui s'est passé, parce qu'on comprend l'histoire à peu près, mais on ne sait pas exactement psychologiquement ce que les personnages ont un peu. Bon, on se doute qu'ils sont un peu. Et c'est vrai que toute leur histoire, elle est un peu laissée de côté, leur histoire familiale. Oui, parce qu'ils se concentrent sur 3 personnages et un peu chacun ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire que tu as un point commun qui est très intéressant entre les deux versions, entre Mia et Jessica, c'est qui est qu'ils ont un peu... les deux ont un point commun, c'est qu'ils ont perdu leur mère. La raison pour laquelle ils ont perdu leur mère n'est pas la même. Et ça, c'est intéressant. Pareil, ils ont perdu leur père, mais c'est pas la même chose. Et t'as un léger effet miroir déformant qui est très intéressant. Il y a aussi un personnage qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est justement le personnage que joue Charlie Hunnam, qui est un personnage de médecin qui est parti... Il sert pas à grand-chose, d'ailleurs. En vrai, ce qui est intéressant, il sert quasiment à rien. Mais ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que très vite, il voit qu'il y a des choses qui se sont... il a un petit côté Charlotte, mais je trouve vraiment efficace.
Parce que très vite, quand Ouais. tu as un des personnages qui meurt, ils se disent, bah, c'est un médecin littéralement, il se dit, bah, c'est pas normal parce que ce type d'accident ne devrait pas causer la mort. Et très vite, Tout à fait. il met le point sur le problème. Et c'est très drôle parce que nous, durant un long moment, on est dans la maison avec justement Edith à vivre. On sent qu'il y a des trucs qui clochent, mais la question qui se pose, c'est est-ce que le problème, c'est la maison ou est-ce que c'est elle, même si on n'y croit pas, ou est-ce que c'est Jessica Chastain, Lady Lucille Sharp qui est le problème. Et lui, il fait sa petite enquête et très vite, il sait où est le problème, il sait c'est quoi le problème et il décide d'aller le régler. Je crois que j'ai rarement vu un personnage aussi efficace, mais qui malheureusement pour le bien du film ne sert à rien. Parce que vraiment, il est C'est ça le souci, efficace parce dans que- renouer l'intrigue. Et c'est là où je trouve qu'on sent un peu des ficelles d'écriture que j'aime moins, c'est que finalement, quand on quitte ce côté un peu glauque et ben, qu'on passe à l'action, la transition entre le climax final de l'action est un peu étrange. Genre, c'est comme Ouais. tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer, mais tout le monde n'a pas. Tu sais, c'est un peu comme quand il y a une espèce de course-poursuite et tu vois, tout le monde commence à un petit peu accélérer le pas Ouais. et les personnes se sont pas encore mis à courir. Et c'est un peu ce genre d'ambiance où c'est comme tout le monde est en mode on attend de voir ce qui se passe, qui sait quoi, etc. Et ce qui fait que nous, en tant que spectateurs ou spectatrices, comme on sait exactement ce qui se passe, on est en mode allez-y là, faites le climax. Et ce qui fait que lui, son personnage ne sert à rien parce que s'il aurait servi à quelque chose, ça aurait été un peu le héros qui sauve la fille et ça aurait été moins intéressant. Et donc, ils sont obligés d'en faire autre chose. Même si l'interaction qu'il a à un moment avec Tommy Hiddleston, j'aime beaucoup. Oui. Peut-être qu'on peut la spoiler, mais je trouve que Non. ça rajoute un peu de profondeur au personnage. Non, mais c'est vrai que leur interaction, elle est très cool. Mais en fait, leur interaction, elle ne change pas le personnage de Charlie, elle change le personnage de Tom. Et c'est Oui. pour ça que c'est un personnage qui sert un peu à rien, parce que c'est un personnage fonction, parce qu'on a très peu de personnages. On est dans une histoire de maison hantée à l'ancienne. Du coup, t'as pas besoin qu'il y ait énormément de morts, tu peux les garder pour la fin. Mais comme tu le dis, du coup, à la fin, il faut légèrement presser le pas. Alors que le spectateur a compris, du coup, ce qui se passait, mais il presse le pas, mais il a quand même besoin d'y ajouter des dialogues pour expliquer ce qui se passe, alors que tu as vu ce qu'il se passait. Pour moi, il manque juste potentiellement un truc qui aurait pu allonger le film, ce qui est fou parce que le film, il fait quand même 1h50, donc il fait quasiment 2 heures. On les Mhm. voit quasiment pas Non, ça pour le coup, ça passer. passe très vite. Et ce qu'il aurait pu faire, c'est que justement, bon, ça, c'est pas dans ce tir de Guillermo, mais il aurait pu mettre des flashbacks qui expliquaient qu'est-ce qui était arrivé à certains personnages qu'on ne voit jamais à l'écran. Mais vu qu'il a voulu rester sur ces personnages, les développer et rester au cœur d'eux, il a décidé de ne pas le faire. Ce qui est une bonne chose, parce que du coup, dans son récit, ça crée un certain flou entre ce que les personnages disent et ce que les personnages font. Ok, je te propose un petit jeu. Oh là. Imagine ce film, mais c'est Christopher Nolan qui aurait fait le montage du film. Ok. Ou en tout cas, qu'il aurait réalisé. Qu'est-ce que ça aurait donné pour toi? Ça aurait donné les premières images de véritables fantômes filmés. C'est c'est pas mal. J'aime bien la réponse parce que non mais en fait j'imaginais tu sais le film mais un peu en mode comme avec Christopher Nolan qui essaie de se la jouer en mode montage alterné pour qu'on comprendrait en mode vous avez vu qu'est-ce qui se passe, Je etc. pense que ça aurait été aurait pas insupportable, fonctionné ça. pour Ça un m'a fait rire de très simple. m'imaginer. C'est que ce truc de multitemporalité avec des fantômes, c'est littéralement ce que fait Mike Flanagan dans The Haunting of Hill House. Donc vrai. littéralement, ce qu'aurait fait Nolan, ça existe déjà. Mais est-ce que c'est pas un peu son film de transition? Parce que dans mes souvenirs, j'ai peut-être tort. Je sais que Pacific Rim sort, qu'il est bien accueilli, mais qu'au niveau du succès attendu, ce n'est pas le cas. Derrière, il fait du coup ce film-là, qui est un peu, j'imagine, un film de transition, avant de faire la forme de l'eau, qui est son véritable succès. Le Et labyrinthe faut de pas Pan était un énorme succès. Oui, mais le labyrinthe de Pan, c'était il y a longtemps. C'était il y a pas si longtemps que ça. Oui, mais les studios, ils ont pas une, à mes yeux, ils vont pas se dire, oh, c'est un réalisateur qui a fait un truc il y a très longtemps. Si t'as pas fait une Je licence, pense qu'il ramène quand même des gens. Après, je sais pas il travaille vraiment avec Netflix parce que il veut ou parce qu'il n'arrive pas à produire autrement. Alors, je pense que c'est parce qu'il s'en est très bien entendu avec eux lorsqu'il a fait Pinocchio. Je pense qu'il continue à travailler avec eux, c'est cette raison-là, c'est parce qu'il a fait Pinocchio, il a dû bien s'entendre avec eux, du coup il a relancé, et ça tombe bien parce qu'on est en fin d'année, et c'est le moment où Netflix se disent qu'ils doivent mettre des bons films
parce que sinon ils iront pas aux Oscars. En fait, moi, le souci, c'est que Netflix, souvent, ils font un travail soit de production merdique, soit ils en font aucun. Et souvent, les réalisateurs comme Guillermo del Toro, qui ont une patte, mais qui, des fois, ont besoin d'être cadrés aussi, parce que producteurs, productrices, c'est aussi des gens qui vont artistiquement te donner un avis, qui souvent, soit sont très mal encadrés dans ce genre de là, et font souvent leur moins bon film là-dedans, quoi. Donc j'ai un peu peur pour le Frankenstein. Alors que moi j'avais vraiment beaucoup aimé le Pinocchio et même les derniers films de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, qui avait pas tant marché que ça. J'avais beaucoup aimé. Mais avoir Je crois que c'est son Nightmare Alley, c'est son Frankenstein. dernier film sorti en salle. Oui, je pense. Euh, Alors, je sais pas, je pense pas que Crimson Peak avait tant marché. Après, c'est sûr que quand t'as fait Labyrinthe de Pan et Hellboy, enfin, Hellboy, c'est sûr que ça allait mieux marcher parce que, et même Pacific Rim, ça touche pas du tout le même public. Dans mes souvenirs, Pacific Rim avait eu un bon retour, mais au niveau de la salle, ça avait pas tellement suivi. Mais il faudrait que je... Parce qu'il y avait un plus gros budget, je pense. Oui, et c'est le problème, c'est parce que quand tu fais un très gros film, même s'il est très bon, il n'y a pas forcément tout le monde qui va aller le voir, et ça on le connaît très bien. Demandons à Damien Chazelle et son Babylone, mais ça c'est un autre débat. Non, mais il en existe plusieurs exemples. Mais du coup, pour revenir à la question de base de pourquoi Crimson Peak est un peu passé sous silence quand on parle de Guillermo del Toro, tout simplement, c'est parce que c'est pas son meilleur film, mais c'est pas non plus son pire. Donc ça fait que c'est un peu horrible de dire un film secondaire parce que ça doit être son seul film de maison hantée qu'il réussit. Mais du coup, on a une époque où on a d'autres exemples qui fonctionnent beaucoup mieux et du coup, il se retrouve un peu pris dans... Il est l'ombre. Je trouve est caché que derrière il l'arbre. fait un Disons. petit peu... Oui, c'est un peu ça, parce que je trouve que c'est un très bon film et qui réussit parfaitement ce qu'il veut faire, en fait. C'est juste que ce qu'il veut faire est plus classique que après ses premiers films, Guillermo del Toro, Chronos et Mimic, je suis pas un énorme fan. Mais Les Chaînes du Diable avait quelque chose, Blade 2 avait quelque chose, Hellboy, bon, c'était un film de super-héros, mais qui avait une originalité. Et je trouve que Blade aussi, Labyrinthe c'est un de film Pan... de super-héros. Labyrinthe de Pan est beaucoup plus original dans ce côté mélange-conte réaliste, alors que Crimson Peak a vraiment, je pense, ce truc de Guillermo del Toro mélange tout ce qu'il est fait, et du coup, en étant beaucoup plus référencé, bah, il est beaucoup plus moins original. Mais c'est peut-être aussi sa matière, parce que quand tu prends Hellboy, t'as une histoire d'amour avec un monstre. Quand tu prends Pacific Rim, c'est pas le cas. Mais t'as souvent, quand tu prends Forme de l'eau, c'est une histoire d'amour avec un monstre. En fait, t'as souvent ce truc d'histoire d'amour avec des monstres. Et quand il dit que Crimson Peak, c'est pas simplement une histoire de fantôme, c'est aussi une histoire d'amour. Peut-être que le défaut de son amour dans Crimson Peak, c'est que l'amour qu'il choisit, c'est-à-dire les fantômes, il choisit un truc qui n'est pas matériel. Et en fait, en rendant ces monstres de manière assez éthère, de façon intangible, il perd un peu le contrôle. C'était Benedict Cumberbatch qui devait jouer à la place de Tom Hiddleston, apparemment. Mais il y a un autre truc qu'on n'a pas fait parce que il y en a peut-être qui connaissent pas Guillermo del Toro, c'est aussi quelqu'un qui travaille sur plusieurs projets en même temps, qui essaye de toujours réaliser plusieurs projets et qui finit par en abandonner certains pour en faire d'autres. Oui, Ça, c'est c'est quelque chose qui est important parce que je pense que 2015, on doit être pas très loin après la fin du Hobbit sur lequel il a travaillé en tant que scénariste. Et depuis des années, il y a plein de films qui se traînent et qu'il a toujours pas fini, notamment Les Montagnes Hallucinées. Donc peut-être que c'est... Après, c'est bête parce qu'on cherche des excuses à un film qui est très bien, mais ça explique peut-être certaines négligences à certains endroits. Bah, moi, je pense que j'aime bien le film, et je pense aussi que Guillermo del Toro, je m'éloigne un peu du sujet. Là, ça se voit qu'il y a des co-scénaristes qui l'ont encadré. Je pense pas que Guillermo del Toro soit un très bon scénariste. Je pense que c'est un très mauvais scénariste d'ailleurs quand on voit ce qu'il a fait. Enfin, à part, en tant que scénariste, ce qu'il a pas réalisé, c'est Les Hobbits et le film de Zemeckis là, The Witches, qui sont pour moi tous les trois des grosses purges. Donc vraiment sur ce qu'il a travaillé en tant que scénariste, voilà, ça ne présage rien de bon. Bah après, La Forme de l'eau, c'est très bien. Oui, mais il est pas que scénariste, il est aussi réalisateur. Et il a une co-scénariste. Et en plus, il a plagié sur Ah oui, c'est vrai. Sur Genet. sur Jeunet, ouais.
T'as des réalisateurs comme ça. J'ai le même problème avec M. Night Shyamalan où je trouve que tout ce qu'il écrit lui-même, derrière ce qu'il fait, c'est pas ouf. Non, mais M. Shyamalan, il faut juste l'interdire de faire du cinéma, en fait. Non, il faut juste l'autoriser uniquement à réaliser les scénarios écrits par d'autres personnes. Mais est-ce Ce qu'il a sera un fait... débat pour une prochaine fois. Non, mais franchement, M. Night Shyamalan, vraiment, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Attends, vraiment, je veux vraiment qu'on garde ce débat pour une prochaine fois. D'accord, non, mais franchement, c'est... C'est l'épisode de Projection perdue sur Crimson Peak de Guillermo del Toro. Projection perdue est un podcast de la Chimérathèque présenté par Louis et moi-même, Damien. Cher public perdu, j'espère vous reparler à très vite. À toi aussi, Louis. Salut tout le monde. Beware of Crimson Peak. Littéralement, il y a un jour, on va faire un épisode sur Guillermo del Toro. Ah bon? Bah, je pense, oui. T'as vu à quel point on était chaud sur Crimson Peak? Bah, en fait, pourquoi pas, mais j'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps. Après, ça la dépoussiérera un peu, mais... Soit on parle de Guillermo del Toro, soit on parle d'M. Night Shyamalan. Ok, on va parler de Guillermo del Toro.